Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Bonjour et bienvenue à tous pour ce 6e épisode du Rip Show, en compagnie de moi-même et uniquement moi-même, car Enzo ne pourra pas être présent ce soir, étant donné qu'hier c'était la célèbre Saint-Sylvestre. Eh bien les gosiers se sont remplis allègrement de substances illicites, et je ne citerai aucune marque. Donc je me retrouve seul pour ce 6e épisode, pour cette 6e émission, et c'est pour ça que habituellement vous connaissez le déroulé. Il y a certaines rubriques que je ne vais pas faire, comme comment vont tes Blazers. On va pas non plus faire un point sur la course, on était censé parler du Coach of the Year. Je préfère en parler avec Enzo plus profondément. Et puis je vais sauter certaines séquences, histoire de faire un épisode plutôt court, parce que ça a été une semaine, en tout cas de mon côté avec les fêtes, un petit peu dur à suivre en termes de NBA, que ce soit même pour les Lakers, donc j'ai pas envie non plus de raconter que des conneries. Donc je préfère synthétiser globalement la semaine en NBA, pour toujours garder le rythme quand même et le principe de cette émission hebdomadaire, et puis voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui je me retrouve seul et on attaque comme d'habitude avec la rubrique numéro 1, les big news, et bien évidemment le plus dur, les injury reports. Alors cette semaine globalement il n'y a pas eu d'annonce rocambolesque, ça a été plutôt calme, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, la majeure partie des franchises ont joué 2 à 3 matchs, donc c'était pas une semaine rock'n'roll comme on a pu voir précédemment. Il y a quand même quelques joueurs out pour différentes raisons, mais la majeure partie des noms que je vais citer ils vont être en day-to-day, donc rien de bien méchant, c'est les fins d'année, on fait un petit peu de load management, il y a des blessures au genou, à l'épaule, à la cheville, on fait pas trop attention, on essaye de reposer ses joueurs, surtout quand on a un bilan qui est plutôt positif. Donc on commence avec Atlanta, Clint Capela qui était out face aux Lakers, donc ça on l'a appris cette semaine, et puis DeAndre Hunter également qui était out le 30 décembre. Toujours aucune nouvelle de Joe Harris qui est sur les bords du terrain. Visiblement ça n'empêche pas les Brooklyn Nets de gagner, donc on lui espère quand même un très bon rétablissement. Du côté des Cavs, il y a quand même pas mal de day-to-day. On retrouve Darius Garland, Evan Mobley, Javal Magui, il est du côté des Mavs. Du coup, ça me permet de rebondir sur les Mavs. Du côté de Dallas, quelques joueurs un petit peu écartés. On avait vu en début de semaine Dorian Finney-Smith qui était out. Donc un joueur en moins dans la rotation. Josh Green également qui était out hier soir. Et puis Javal Magui en day-to-day. Ça n'a quand même pas empêché Dallas de gagner et de regagner plein de matchs. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Côté Denver, toujours en pole position avec quelques joueurs en day-to-day, Jamal Murray, Aaron Gordon et Bruce Brown. Et pour continuer dans la lignée des day-to-day, Alperen Sengun est en day-to-day, Nicolas Batum du côté des Clippers également, Lonnie Walker du côté des Lakers, Zaire Williams, Brandon Clark du côté de Memphis, Desmond Bane qui est de nouveau out. On espère que rien n'est grave, on n'a pas eu trop de nouvelles et je me suis pas trop penché en profondeur dans les insides de la Grizzlies Nation pour savoir ce qui se passait. Côté Bucks, Middleton et Jrue Holiday qui sont out, quand on sait que les Bucks ils sont un tout petit peu dans le dur là récemment, ils n'ont pas forcément un très très bon bilan sur les quelques derniers matchs, ils sont en 4-6 sur les 10 derniers matchs, ils chutent en 3ème position. On sait que Middleton n'est pas totalement revenu et que Jrue Holiday à temps en temps est un petit peu écarté des terrains. Là c'est rien de bien grave pour Holiday, c'est juste une petite toux, une petite maladie tout simplement. Côté Knicks, Jalen Brunson et RJ Barrett qui ont été écartés des parquets, en tout cas RJ Barrett à partir du 28 décembre, et puis Jalen Brunson on l'a appris ce matin, et on retrouve aussi du Obi Toppin. Concernant pour finir sur les day-to-day, on a Fred VanVleet du côté de Toronto, Devin Vassell et Keita Bates ou Bates Diop, je suis désolé de mal prononcer son nom de famille, et puis Jusuf Nurkic du côté de Portland.
Seul joueur out, mais pour des raisons extérieures à son physique, c'est Killian Hayes qui a décidé de mettre un bon gros crochet à l'arrière du crâne de notre camarade allemand Moritz Wagner suite à une faute antisportive. Ça a d'ailleurs coûté à nos chers amis du Magic de se voir supprimer et suspendu la moitié de son effectif durant cette altercation, car ils sont rentrés sur le terrain et qui n'avaient pas le droit. Killian Hayes, lui, sera écarté des parquets 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Un petit coup de colère, un comportement un peu sanguin, qui selon moi est un petit peu dommage quand on sait qu'il aurait juste pu laisser faire l'arbitrage et probablement voir d'ailleurs Mo Wagner se faire expulser du terrain, quand on sait que sa position est quand même un petit peu instable du côté des Pistons, que depuis la blessure de Cade, depuis maintenant 1 mois et demi, ça roulait plutôt bien pour notre Frenchie. Là, être écarté de 3 matchs, quand on sait qu'il se bataille notamment sur les lignes arrières avec plusieurs joueurs, c'est pas très bon, et j'ai pas envie que sur 3 matchs, un joueur des Pistons se dise en fait j'ai envie de marquer, et qu'il prenne sa place, et que Dwayne Casey se dise bon, écoutez, on va mettre Killian Hayes sur le banc. Tout simplement ma petite réflexion de ce dimanche 1er janvier 2023. Fini pour l'Injury Report. Ça nous permet d'enchaîner directement sur la deuxième partie de cette rubrique, les trade rumors. Pas grand chose là non plus, étant donné que je ne suis pas non plus avec Enzo, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations. On est toujours sur le même dossier en termes de rumeurs avec Kyle Kuzma, qui, selon les insiders, ne va pas tarder à bouger. Hein, ça va pas attendre la deadline. On sait c'est pas qu'il est sur la sellette, c'est que les Washington Wizards ne font pas forcément une très très belle saison. Ils avaient commencé très très fort et là ils se retrouvent 12e en 16-21, donc c'est à peu près le même ratio que tu vois des Lakers ou du Thunder. Donc c'est juste un échange de bons procédés pour qu'ils puissent s'amuser dans une autre franchise. Moi personnellement j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va pouvoir apporter son aide, parce que le garçon quand même en poste 4 cette saison, c'est une belle ligne statistique. Je crois qu'il plante presque la vingtaine, je vais juste vérifier. Kyle Kuzma, il a 21,7 points, 7,5 rebonds et 3 assists. Donc il a que 27 ans, ça reste quand même un beau bébé, et je pense que dans certaines équipes, on avait entendu parler des Suns, ça pourrait être très intéressant. Autre rumeur, les Mavs qui seraient apparemment sur le dossier Zach LaVine. On sait que on connaît les compétences et les capacités de joueur de notre ami Zach. Et on connaît aussi les capacités d'un certain Slovène du côté de Dallas, et notamment sur cette semaine, on aura l'occasion d'en parler, sur le bilan de la ligue et sur les joueurs de la semaine. Ça pourrait faire une très belle association. Je suis plutôt client, même si j'aime pas forcément Luka Doncic ni Dallas. Je trouve que la proposition est très très intéressante. Ça reste qu'une rumeur, ça ne veut rien dire, mais j'aime beaucoup l'idée de se dire Spencer, avec tout le respect que j'ai pour Spencer Dinwiddie, mais je pense que ça serait clairement un upgrade du côté de Dallas de se récupérer un Zach LaVine. Je sais pas si le trade va se faire dans la saison, quand on sait que les Bulls sont enfin rentrés dans le play-in et qu'ils ont fait une semaine plutôt correcte, emmenés par un très très bon DeMar DeRozan, pas forcément un bon Zach LaVine d'ailleurs. Donc petite rumeur que je glisse comme ça, et entre guillemets la grosse news, c'est cette déclat de LeBron dans la défaite face à je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, je vais vérifier. LeBron dans la défaite face puisqu'on a enchaîné face à Miami, je crois. Miami ou Dallas, je me souviens plus, où on a vu LeBron faire des très 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 grosses performances. Les derniers matchs de LeBron James, ils sont iconiques, surtout que le petit bébé a soufflé sa 38e bougie. À 38 ans, il est quand même à 28 points, 8 rebonds, 6 passes, plus de 6 passes, presque 7 passes. Et sur les 10 derniers matchs, il fait quand même 47, 27, 28, 38 et 34 points. 2 victoires, 3 défaites malheureusement. Et donc pour revenir avec cette rumeur, gros appel de phare suite à la défaite, je crois, face à Miami, si je ne dis pas de bêtises, de notre ami LeBron qui est en plein phare sur 500 mètres pour le front office des Lakers, où il a clairement déclaré qu'il ne voulait pas finir sa carrière de cette façon, qu'il serait prêt à jouer pour n'importe quelle franchise,
et qu'il a envie de gagner, que ça ne l'intéresse pas de faire du basket pour jouer. Il a passé l'âge de jouer pour jouer. Là, il veut sa legacy. On sait ô combien c'est important pour le personnage. On l'a vu, hein. C'est pour ça qu'il s'est mué un petit peu en general manager du côté des Lakers et même du côté de Cleveland, où il aime bien s'entourer pour avoir une équipe qui va lui permettre d'apporter un titre. Ces dernières années, il a fait quand même quelques mauvais choix, même si le choix de AD restait un très très bon choix, parce qu'il a été titré quand même. Mais donc là, ouais, gros appel de phare de notre cher LeBron James, qui fait comprendre au front office des Lakers que s'il n'y a pas quelque chose qui change rapidement, un trade qui est fait, lui il va pas rester finir ça, il va pas faire une 3e saison consécutive avec les pieds dans la merde, parce qu'on sait que la saison post-titre elle avait été un petit peu écorchée par la blessure d'Anthony Davis, mais ça restait un bon bilan. Je crois qu'ils étaient en 40-32 ou non, qu'est-ce que je dis, 40-37, enfin ils avaient fait un bon score. Il y avait, je crois que c'était que 72 matchs, donc je crois que c'était 40-32. Ils avaient été en 7ème position, ils avaient été très corrects, ils avaient failli battre les Suns, donc ça allait être un très bel upset. Il y a eu juste la saison dernière où c'était un accident avec ce trade de Westbrook qui était un très très mauvais choix, qui est d'ailleurs la faute de LeBron James, hein, quand on sait qu'il avait pu avoir des DeMar DeRozan. LeBron, là, la saison dernière, il l'a fini sur... pas sur les rotules, mais il l'a fini sur le banc, parce que ça l'intéressait pas non plus de jouer pour des cacahuètes, quand on sait qu'il se préserve notamment pour passer le scoring all-time, etc. Donc là, c'est sa 5e année aux Lakers, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être de la merde, c'est sa 4e année aux Lakers. Je crois que je dis des conneries, laissez-moi vérifier. Je suis fan des Lakers et je me souviens pas. C'est sa 5e année aux Lakers. Quand tu fais une 5e année aux Lakers et que tu sais que en saison régulière, la première année, tu ne vas pas en play-off alors qu'on t'annonçait quand même plutôt que tu étais 10e dans un bilan négatif, tu finis d'ailleurs même pas la saison, ça m'avait énervé, que certes la saison d'après tu finis premier de l'Ouest et t'es champion, que la saison encore d'après, donc il y a 3 ans, t'es en play-in et tu perds face aux Suns, et que la saison dernière tu ne fais pas non plus les playoffs, t'es en 33-49, une 3e saison chez les Lakers, chou blanc. Je pense que LeBron n'a pas envie, ça se comprend, c'est pour ça qu'il dit clairement que il va se barrer. Enfin, moi ma théorie c'est tout simplement que LeBron James, s'il n'a pas son trade, en tout cas s'il n'a pas un trade qui lui permet de se rassurer et de se dire bon, peut-être que la saison prochaine on gagne un titre, je crois que LeBron, le seul impératif qui lui reste là, c'est sa famille. Et c'est ce que je lisais dans les articles, c'est que LeBron, il y a sa famille qui est à Los Angeles et qui est très 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 proche quand même. Enfin, c'est un papa, c'est normal. Donc c'est ce qui le retient un petit peu, c'est ce qui l'empêche de demander son trade, mais je pense que à la fin de saison, si les choses n'ont pas changé, qu'il n'y a pas une intersaison correcte de la part des Lakers en termes de trade, je pense que LeBron James il va partir ailleurs et qu'il pourra peut-être aller chercher qui sait sa 5e bague. Et d'ailleurs je crois que j'avais vu, ça reste qu'une rumeur, mais que Miami serait d'ores et déjà sur le projet LeBron James, en proposant je crois 3 premiers tours de draft avec Tyler Herro et Kyle Lowry. Donc affaire à suivre, mais en tant que fan des Lakers, je suis partagé dans la réflexion. Disons que LeBron James, j'adore le joueur, il n'y a aucun problème, il est super, mais j'ai l'impression que ça nous met un petit peu le couteau sous la gorge qu'il soit chez les Lakers. C'est un petit peu, il faut pas gâcher le prime, la carte de LeBron James, ce que je comprends totalement. Il a pas envie de passer Karim Abdul-Jabbar face à une équipe du style de Orlando Magic en étant en 26-50 quoi. On a un petit peu la flemme je pense de voir LeBron James comme ça, donc ça se comprend. Même si pour certains le débat est fermé, notamment pour Enzo, il est quand même dans le débat du GOAT, donc il a envie de... Moi, si LeBron James part, ça sera peut-être pour le meilleur et pour le pire. Ça nous permettra peut-être de respirer, de reconstruire de manière un petit peu plus intelligente et de construire sur la jeunesse, sans tout balayer d'un revers de main comme on a pu le faire à plusieurs reprises, notamment pour récupérer un Brook Lopez contre D'Angelo Russell, ou bazarder tout notre effectif pour du Anthony Davis, même si c'était pour un trade, c'est pas le but, tout simplement.
Mon action de la semaine, c'est simple, elle est basique. Le buzzer beater de Tyler Hero sur une jambe pour offrir la victoire face au Utah Jazz. C'était un match très 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 serré qui a permis à nos petits amis du Heat de se replacer correctement dans les rankings de la conférence Est dans un match à l'arraché assez difficile face à Utah Jazz. Je vous laisse l'action et on se retrouve juste après pour faire le bilan de la ligue. For the tie. Miami will try to go the length of the court to win it in regulation. Hero with 3. Hero with 2. Hero gets it off for the win. Yes! 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 Happy New Year, Tyler Hero! Et qui est-ce que j'ai retrouvé sur le bord de la route ? Un Enzo Sauvage. Je fais du stop. Ouais, bon, c'était le nouvel an, on a fait une petite sieste, on a raté l'heure de début de podcast. Écoute, c'est pas grave, je me ferai engueuler à la fin de l'heure et puis c'est tout. Oh oui, je vais lui taper sur les doigts, là, le trou du cul. Et ça, c'est pas coupé. Ah oui ? Bah d'accord. Du coup, vu que dans les plans, j'avais prévu de synthétiser le bilan de la ligue, qu'est-ce qu'on peut dire globalement du côté de l'Est ? En synthétisant, parce que j'ai quand même pris des petites notes, je suis pas un chien, le bas de la conférence Est a pas vraiment changé. Détroit, Charlotte, Orlando et Wizards sont toujours au coude à coude pour sentir le Roquefort. Concernant sur la... Ah oui, les Nets sont royales. Hein. Ah pardon, j'avais pas compris que tu faisais un ordre, mais c'est bien joué. Vas-y. Ah, et bien alors du coup, concernant le play-in, petit changement, ça se bataille, c'est Toronto qui saute. Toronto un petit peu dans le dur, qui se voit... alors ils sont à égalité, hein. Chicago et Toronto, c'est 16 victoires, 20 défaites. On sent que ça tire un petit peu, il y a des absents, on sait quand même l'infirmerie de Toronto, un coup il y a du monde, un coup il n'y a pas de monde, donc c'est un petit peu compliqué. Là, sur les 10 derniers matchs, ils sont en 3-7 quand même, hein. C'est dur. Les deux équipes sont pas tellement dans le même état d'esprit, mais ça s'en rapproche plus que ce qu'on aurait pensé. Dans le sens où Toronto, là, vraiment, apparemment, est en train d'étudier ses options, de qu'est-ce qu'ils font, etc. Apparemment, il y aurait des joueurs qui les intéresseraient un peu partout. Et alors, je ne sais pas du tout si ce sont des informations fiables ou pas, mais apparemment, ça discuterait avec du OG, du Scotty Barnes, beaucoup de Gary Trent, évidemment, comme on le dit depuis le début du podcast. Mais voilà. Donc à mon avis, ils sont incertains, ils ne savent pas encore ce qu'ils font. Est-ce que ça tank ? Est-ce que ça va chercher du jeune ? Est-ce que ça va quand même essayer de faire jouer le play-in pour que leurs jeunes, a.k.a. Scotty Barnes et les autres jeunes, merde, putain, j'ai oublié le rookie qui Espresso Sochiwa ? Exactement, j'allais dire le jeune qu'ils avaient récupéré à Miami. Mais oui, voilà, pour qu'ils essayent de gagner de l'expérience, simplement. À mon avis, ils se cherchent beaucoup, là où Chicago, j'ai l'impression qu'ils gagnent surtout grâce au talent, mais sinon c'est très incertain, encore pire, et c'est deux équipes, et c'est pas qu'elles vont dans le mur, c'est qu'elles se cherchent à un moment de l'année où tu devrais déjà avoir des certitudes. Ouais, pour moi, ils ont zéro dynamique. Et c'est ce que je disais dans la trade rumor, c'est c'est pas vraiment avéré, mais en interne, on sait que Dallas serait intéressé par peut-être le profil de Zach LaVine. Donc ouais, comme tu l'as dit, les deux, c'est on sait pas où on est, on cherche. Est-ce qu'on cherche un pic de draft quand on sait que la draft est plutôt intéressante, ou est-ce qu'on essaie de forcer un petit peu Disons qu'il y en a une qui a plus d'éléments selon moi, même si on sous-estime beaucoup Toronto. Pour moi, de base, Chicago était un projet qui était censé aller plus loin, donc voilà. Sinon après, qu'est-ce qu'on a ? On a du Atlanta qui fait une semaine bien crado, hein, en 0-3, voilà, ça permet de montrer à tous les bandeurs de Trae Young qu'ils ne méritent pas sa place au All-Star Game. Je suis très sincère, c'est pas parce qu'on met des points qu'on est bon. Non, refus les gens qui ont mis Trae Young. La place, d'accord, voilà. Le 5, non. Ah oui. On veut des photos. Non, oui. Non, mais c'est simplement non. Il se surtout en train de tout s'énerver vis-à-vis du coaching, qui apparemment ce serait catastrophique. Le meilleur coach des grandes séquences. Ah bah moi voilà, depuis son départ de Portland, je crache un peu dessus, et en fait c'est depuis le moment où il a été prolongé aux Pacers à l'époque, peut-être 3 semaines avant de se faire virer.
moi ça m'avait mis tout froissé au sujet de ce coach, qui est Nate McMillan, anciennement coach de Portland, donc je le connais bien. Mais là, il a clairement atteint des limites avec son groupe. Ils foncent droit dans le mur. Ils ont fait beaucoup de changements et il y a des changements qui sont encore à prévoir. Qui sont tes cadres chez les Hawks? Capella, apparemment, ça va partir. John Collins, ça va partir. Trae Young, c'est ancré. Dejounte Murray, c'est ancré pour le moment parce que ça clique moyen quand même. Tu sais pas quoi faire et apparemment Nate McMillan est perdu dans le coaching. La seule chose qu'il fait, c'est regarder le terrain les bras croisés et il y a notamment la séquence comme dans Darwin leur Ham. avant-dernier match. Oui, voilà. Mais la séquence dans leur avant-dernier match là où ils ont simplement dernière action, ils doivent marquer dans le clutch. Ils ont 2 temps morts. Nate McMillan n'en prend pas. Ça part tout seul. Et il y a un tir casse-croûte de Dejounte et c'est terminé. Donc non, en fait ils sont tous spectateurs de leur propre défaite et ils n'ont aucun ajustement et autres. En fait, on sait qu'ils vont être actifs parce qu'ils le sont généralement beaucoup. Mais alors dans quelle direction? Aucune idée. Apparemment, bon, je sais pas du tout de encore une fois la véracité de ces infos, mais apparemment Trae Young serait pas content, et notamment en se disant que bon, il y a eu trop de changements à Atlanta, etc. que j'ai provoqué et ça ne marche pas. Peut-être que le souci, parce que le souci ne vient jamais de lui, mais peut-être que le souci vient de l'équipe, du management de l'équipe, etc. Qui veut mes services? Peut-être, on verra. Impec. Sinon après on a les Knicks qui sont dans les Knicks. Miami qui est sauvé, d'ailleurs c'était l'action de la semaine que j'ai placée, qui est sauvé par Tyler Hero, qui prennent un petit peu des places dans le classement. On se rappelle quand même qu'ils étaient 11e il y a presque un mois, là ils sont 7e, donc c'est ce qu'on avait dit, ça va monter doucement. Indiana qui se remet bien, qui a pris 2 places dans le classement, qui ship aux Knicks la semaine dernière, qui était top 6. Et puis après on a ce groupe de tête, les 5 qui sont finalement pas si loin que Indiana et Miami, parce que ça reste quand même très très compact. On a toujours Boston qui est premier, qui a sa place en gagnant 4 matchs d'affilée. Brooklyn qui ne s'arrête jamais. Un rouleau Milwaukee un peu dans le dur ces derniers jours. Et puis pareil pour les Sixers qui ont coupé leur winning streak. Donc voilà, tout simplement pour le petit bilan sur l'Est, ça roule. Des très bonnes équipes. Pour moi, le champion sera à l'Est. Côté Ouest, à peu près c'est similaire de toute façon. Les équipes de fond de tableau, c'est-à-dire Oklahoma, Lakers, San Antonio et Houston, sont en fond de tableau, même si ça commence un petit peu à chatouiller Minnesota qui fait une semaine catastrophique en 0-4, comme Utah qui chute dans les classements, malheureusement. Golden State qui, privé de Stephen Curry, sur 4 victoires d'affilée avec un Jordan Poole très 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 en retour de Klay très Thompson très fort et autres. Ouais, ça marche bien. Ils se sont bien ressoudés et non c'est intéressant à voir ce que Curry apportera, mais ça peut rassurer les fans déjà. Ouais, et puis finalement peut-être que Jordan Poole en sortie de banc c'est pas ce qu'il faut quoi. Donc voilà, Portland timide d'ailleurs sur les quelques semaines qui sont passées, quand on sait le potentiel qu'a l'équipe. 8ème, bon, pour moi c'est censé être plus 5-6ème. On en parlera, mais c'est... Ouais. Phoenix qui continue petit à petit sa petite chute aux enfers. Alors j'ai pas de doute. Bon, après ils sont un petit peu baisés par les blessures. Mais ouais, je regarde les notes que j'avais prises. Phoenix quand même, il y a pas si longtemps que ça, ils étaient premiers il y a un mois et là ils sont 7ème avec un bilan collectif pas très dingue. Beaucoup même d'irrégularités, donc bon, ça descend 7ème. Ils sont pas bien loin, je veux dire, ils sont 7ème, là ils gagnent 2 matchs, ils sont 3ème, donc ça veut pas dire grand chose. Donc, et puis on sait qu'ils ont quand même été un petit peu gênés par
Bon, ils ont la moitié de l'effectif qui est blessé, donc c'est un peu relou. Clippers, j'ai même pas envie d'en parler parce que ça me gonfle. Ils font que des semaines en 2 victoires, 2 défaites et ils se retrouvent en 21-17 et on n'a jamais rien vu de cette équipe. Il n'y a rien Ouais, d'intéressant dans mais cette à équipe. noter le retour de Kawhi en vrai. Oui, voilà, mais qui en vrai tout l'effet de rassure. surprise a disparu. Oui, mais l'effet de surprise, ok, mais de temps en temps, justement, dans leur dernière victoire, on se rend d'autant plus compte que, bordel, l'effectif est quand même complet de fou au niveau du banc et de ce qu'ils ont. C'est vraiment, De fou. ils ont des armes de partout et des armes et des solutions à tout, si tant est que tout le monde est au diapason et est prêt à jouer. C'est tellement dommage de dire que c'est le seul défaut qu'ils ont eu depuis le début. Ouais. C'est Bah pour moi, vache. tout le monde se branle des. Enfin, je suis très sincère. Tout le monde s'en branle des Clippers, quoi. Il y a tellement. Enfin, c'est une très bonne équipe. Enfin, pour moi, c'est une bonne équipe pour l'instant de basket. La preuve, ils sont 6ème. Et puis d'ailleurs, ils sont Tu vas voir, maintenus. Paul George, Ils il ont va être commencé au assez All-Star Game, bas. donc on va passer là. Non, bah là, j'ai envie de me trancher une couille. Mais pour moi, c'est. Ouais, j'ai pas envie de parler des Clippers parce que ça m'a. Enfin, vraiment, c'est pas intéressant. Ça pourrait être quelque chose de super intéressant et ça ne l'est pas. Les Kings, par contre, ça, c'est intéressant. Ils font une bonne semaine. Ah ouais. 5ème, ils prennent petit à petit de la place. Et il y a oui, quand même un contexte. Hein. Sabonis il y a quelques matchs, ce serait apparemment fracturé le pouce ou le doigt, je sais plus. Et qu'il y avait le choix entre soit faire une opération, donc être éloigné des parquets pendant plusieurs semaines, ou jouer dessus. Il a choisi de jouer dessus. Il a été stratosphérique, il a été très très bon. Et en ont résulté les 2 dernières victoires là qu'ils ont ajoutées à leur record. Donc non, ils sont très rassurants, très intéressants. Et... Ah oui, pour moi c'est une équipe de non. top 6. Enfin, je les vois top 6 pour moi à la fin de la saison régulière. Sauf blessure. En vrai, oui. Oui, c'est pas déconnant. Tellement de non, mais choses plus solides. Déjà, au moins, de ce qu'ils ont prouvé pour le moment, bon, on n'est pas encore à la moitié de la saison, donc attention. Mais Et bientôt, hein, sans déconner. Sans déconner, bientôt. Là, dans mais 10 pas jours, encore, c'est la mi-saison. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est, regarde, normalement, Boston l'an passé, en fait, c'est pour ça. J'allais étayer un point, mais que j'aborderai plus tard. Mais non, dans l'idée où, au moins, il mérite d'avoir une place, et il mérite d'avoir ne serait-ce que De'Aaron Fox dans le All-Star Game. Sabonis, on doit lui donner beaucoup de crédit et de respect. Et moi le premier, parce que moi j'avais beaucoup de doutes sur ce joueur, quand même j'aimais beaucoup les Kings et je les aimais beaucoup pour cette saison. Là c'est très fort. Et non, bravo à eux, et en vrai, pourvu que ça continue, moi je veux trop les voir en playoff. Trop intéressant. Et la fanbase, waouh. On voit qu'ils sont vraiment heureux. Ça fait des années qu'ils encaissent. Ils sont la risée. Pendant un moment, ils ont été la risée de la NBA. Les Kings, c'est l'équipe de base, tout en bas de tableau, qui a le record de non-apparition en playoff, etc. Donc, à collectionner des top picks foireux et catastrophiques. Marvin Bagley, on te vise de tous les doigts. Non, mais c'est trop triste. Et là, en fait, au moins, ça gagne. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'esprit malhonnête dans les fans NBA en général quand ils pensent aux Kings. C'est que là, on est juste content de les voir enfin gagner. Et on se dit que les fans, là, l'ont mérité. Et en plus, c'est un travail qui est vraiment, pour le coup, qui est vraiment mérité, parce que c'est des joueurs qui ont quasiment tous été tradés, et qui ont tous été draftés là-bas, ou alors qui ont fité dans l'équipe, etc. Toi, en vrai, bon, ils en ont récupéré à Sabonis, mais regarde, rajoute à Liberton et dis-toi que ça gagne. C'est genre, l'effectif, il est trop bien construit de chez eux. C'est genre, y a pas eu d'un gars qui a voulu empocher un Maxi Pactol dans une autre ville ou former une super team. Non, c'est que de là-bas, et du coup, tu te dis, mais c'est un pur produit, c'est trop bien. C'est clair. Pour finir sur le top de l'Ouest, le top 3, c'est la même chose, hein, c'est une bataille perpétuelle. Denver, New Orleans, Memphis. Hein. Rappelons que si les Pelicans finissent au moins 2ème, je gagne un short. Et si Minnesota finit 2ème, je te fais des Ray-Ban. Allez. Et puis pour finir, grosse surprise. Et pour le coup, on aura l'occasion, du coup la semaine prochaine, de refaire un point 6 semaines après sur la course au MVP. Là, avec la semaine qu'il a fait, Luka Doncic, là il est 6 victoires d'affilée avec des stats de brut.
Dallas est 4ème, C'est un ouf. ils ont pris 4 places, ils étaient 8ème, et même si je le déteste, là je m'incline et je dis vraiment qu'il y a un vrai taf. Toutes les victoires qu'il a faites, il les fait seul et il les fait bien. C'est-à-dire qu'il fait 2 fois le coup du rebond sur l'arceau au lancer franc pour soit mettre un shoot, soit prendre le rebond et faire tourner l'horloge. C'est malin, il est très peu entouré. Il y a quand même une équipe, mais il est très peu entouré comparé à son talent. Ça donne un second souffle à Dallas parce qu'on savait que ça pouvait à tout moment, enfin c'était instable et qu'à la fin de la saison, si ça cliquait pas, est-ce que Luka Doncic demandait un trade ou je ne sais quoi. Hein. Donc, Très impressionné perso par sa performance, comme tout le monde en a parlé. Un match dingue qui, justement, quand ils ont montré Trash Talk qui avait divulgué la liste des joueurs qui ont fait des matchs à 60 points, 20 rebonds, un truc dans le genre, ou un truc dans le genre. Et où tu vois, il y a que lui. Hein, tu vois toute une liste. Ouais, mais lui en plus il a combiné les passes en fait. C'est ça la stat. Mais les 60 points, 20 rebonds, si je dis pas de conneries, il y a genre toute une liste de Wilt qui apparaît genre 20 fois. T'as deux fois, je crois, chaque. Et tout en bas, t'as Luka Doncic. C'est un meneur. C'est un truc de fou. Et non, bah du coup, moi je suis très impressionné, mais vu que du coup je ne l'aime pas, je continue toujours à réfléchir, à me dire, mais comment il en a fait pour en arriver là? C'est pas forcément un stat padder, c'est-à-dire qu'il est pas arrivé dans le vestiaire le matin, et avant le match, et à dire à ses coéquipiers, vous me laissez tous les rebonds, aujourd'hui je marque l'histoire. Justement, je pense que c'est l'inverse, c'est dans le sens où il s'est rendu compte que, putain, mes coéquipiers, c'est des quiches. C'est des quiches, et si je dois remonter et gagner ce match, ça va être tout seul, à la force de mes bras, et la sueur de mon front, et tant pis pour eux, et voilà. Du coup, en fait, c'est, pour moi, à mes yeux, de petit hater de Doncic, je peux pas m'empêcher d'avoir sa performance occultée par le fait de me dire, oh là là, qu'est-ce que ça joue mal collectivement quand même. C'est une performance personnelle incroyable, mais oh là là, l'équipe. Ouais, puis enfin, tu vois, j'ai jeté un coup d'œil au calendrier. Ils sont dans un creux de vague. Hein. Je veux dire, les 6 victoires, c'est face à Minnesota, Houston, Lakers, Knicks, Houston, Sacramento, San Antonio, et ils affrontent encore Houston demain. Donc ils profitent d'un creux de vague. Ouais, mais c'est important. Regarde-nous. Ah oui, regarde Portland, oui, on était dans un creux, on a eu un creux, on avait des victoires ultra atteignables, on n'a rien gagné, c'est bon. Bah ouais, bah nous on en avait profité. Hein. On était en 10-12 il y a... Il y a 4 semaines. Et puis bon, après, on a eu des petits soucis. Mais enfin voilà, pour finir sur le bilan de la Ligue, ça bouge bien. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand ça change. On voit que quand même le pouvoir est petit à petit est donné aux jeunes, mine de rien. Et on parlait de Doncic, ça nous permet d'enchaîner sur on va pas faire exotic player parce que je la flemme tout simplement. Puis je me suis pas assez penché sur l'NBA cette semaine pour vous donner un vrai exotic player. Mais pour le joueur de la semaine, donc Player of the Week, on parlait de Doncic là sur les 3 matchs, c'est 3 victoires, 0 défaite. 48,6 points, 13 rebonds, 10,6 passes, 2,3 steals, 60% en field goal, 45% à 3 points. Compliqué de choisir quelqu'un d'autre. Ouais, puis à l'Est par exemple, il n'y avait pas grand monde. À l'Est, j'ai choisi Kevin Durant, 27 points, 10 rebonds, 6 assists à 54% en field goal. Ça reste quand même un truc incroyable. Très bon choix. J'avais la même. C'est vraiment 3 victoires, 0 défaite. Les Nets, ça roule. Hein. Sans Joe Harris, avec un Ben Simmons rincé et puis un Seth Curry qui est un soir sur 2 là. Donc... Et c'est ouf de se dire qu'après quelques semaines, il y a quelques semaines, Kerry n'était pas là. Il y avait le boycott, il était etc. Nazi. Voilà, non mais voilà, il était écarté, personne n'en voulait, on se disait qu'est-ce qu'il va prendre sa retraite, qu'est-ce qui se passe. Kevin Durant était saulé, les jeunes n'étaient, les vétérans n'étaient pas là, les jeunes. La déclat cata de Durant quand même. Le changement de coach, il y a plein de trucs qui pointent et on se disait mais ils vont même pas attendre la deadline, ça va imploser. Résultat, je suis quasi sûr qu'ils ne vont quasiment pas bouger. Ils vont faire des petits ajustements grand max. Là sur 21 matchs, ils ont 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. En vrai, moi je trouve ça trop intéressant de se dire que c'est quand même des joueurs 16. Qui ont. Dans l'adversité, bon, c'est quand même un regroupement de talents. Je dis pas qu'ils ont fait ça sans forcer, mais il y a pas n'importe qui peut le faire. Mais ils se sont juste dit, bon. Il y a quand même un gros taf collectif. Mine de rien, c'est pas dégueu. Ah oui. Mais c'est quand même des joueurs qui se sont retrouvés et ont dit, franchement, on arrête les frasques en dehors du parquet. Ça commence à suffire. On est sur closer
tout le temps. Ouais, Non, mais, non, avec- mais c'était affreux. Hein. Bah, c'était comme nous en début de saison, je suis désolé si c'était comme nous. Oui, mais eux ont réussi à rebondir et avoir des joueurs qui ont pris leurs responsabilités à faire ce qu'il fallait. Et du coup, c'est trop intéressant de se Clairement. dire que là, c'est vraiment, pour le coup, ça joue au basket. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu de mauvais éclats là, de Kyrie. Je sais pas si justement il le muselle ou si c'est lui qui s'est dit bon, vas-y, je ferme ma gueule un moment, je serre les dents et tant pis. Ou autre, mais en attendant, c'est nécessaire parce que là, ça allait pas dernièrement. Et bravo à eux parce qu'enfin on retrouve du basket. Et pour de vrai, c'est trop bien. Pour le coup, moi, j'aime bien voir les Nets, du coup. Bah, je suis content de voir Durant, même si je suis pas du tout un fan de Durant, je suis content pour lui et sa legacy. Parce que la déclat qu'il a quand même faite au moment où ils étaient. Parce que là, en tout, ils sont à 36 matchs. Quand le bilan, quand ils étaient au bout de 16 matchs, il était. Laisse-moi calculer. De. Oh là là, les maths et moi. Oh là, ils étaient en 7-9. Tu vois, donc ils étaient en 7-9, il n'y avait pas encore Kyrie qui était revenu, et Durant il disait comment je peux gagner avec cet effectif, c'est pas méchant. Donc tout le monde lui avait dit bah Westbrook l'a fait. Et puis bah là, ils sont en 17-3 depuis. Kyrie a fait un bien fou. Il fait fermer des gueules. Il prouve que ça y est, il est encore. Il est vraiment peut-être Oh, il est le meilleur attaquant de tous les fort, temps. hein. Il est sur une autre planète. Et non, il prouve. Et peut-être, et tu vois, maintenant que quand tu le disais, je suis en train de me dire, mais putain, c'est vrai que ce genre de déclat, c'est le genre de déclat qui doit piquer le vestiaire. Pas forcément l'imploser, mais alors, mais le piquer. Et dans le sens où après tu reviens dans le vestiaire et tu dis, vous avez vu ce que j'ai dit à la presse? Voilà, maintenant faut assumer. Faut assumer, faut que vous m'aidiez parce que moi je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Et du coup, les joueurs à côté se sont sûrement ressoudés. En plus, il y a eu le changement, il y a Steve Nash est parti. Ouais, c'était un bon choix donc, finalement. Jacques Vaughn, il a bien assumé. en fait, il a amené une dynamique un peu plus dans le comment expliquer, mais dans le où ça joue beaucoup plus physique et ça se veut beaucoup plus dynamique, pardon, voilà. Et ça joue plus en fait, et ça fait tourner et tout le monde peut croquer. Donc voilà, en fait, je pense que c'est juste, ça correspond plus à ce que Durant et Kyrie voyaient quand ils ont signé là-bas. Et donc c'est pour ça que justement ça doit les ressouder. Et ça se trouve, c'est exactement ce que cherche à faire LeBron avec sa dernière déclat. Bah, j'en ai parlé un peu, mais. Voilà, à voir ce que ça donne. On enchaîne, donc on saute Exotic Player of the Week. Le petit point sur la course, donc là c'est Coach of the Year. Je suis pas très calé en coach parce que j'ai mon avis Moi un peu aussi. tranché sur la chose. C'est des brels, je suis meilleur que. Non, je rigole. Mais Ah. le top 5 globalement, on sait qu'il y a du Joe Mazzulla qui est très présent. Ouais, Parce que tout simplement c'est la meilleure équipe de la ligue. alors moi qui récupère une équipe après un scandale. on en parlait on en avait parlé en off il y a plusieurs semaines. Moi j'ai des gros doutes sur le fait que la NBA fasse ce Le choix. donne aux en fait. Celtics. Non, Ouais. non, pas le donne aux Celtics, le donne à un coach qui justement est là en simple remplacement, en tant qu'intérim en fait, après un scandale du coach précédent, qui est arrivé juste avant le début de saison. Donc en fait c'est pour ça que je me dis, ouah, je sais pas si la NBA va le faire à ce point-là. Donc on verra. Après, Dieu sait qu'il mérite. Hein. C'est trop classe à avoir joué. Il y a du Ben Budenholzer qui peut être intéressant. Mais je pense. Rick Carlisle aussi, qui pour moi il a un dossier quand même. Il a mentionné. Il est pas dans la course, mais il a mentionné. Oui, non. Enfin, ouais, s'il a mentionné, parce que c'est vrai que les Pacers sont pas incroyables. Mais ce qu'il fait avec les Pacers est incroyable quand même, je trouve. Willie Green, pareil. Ouais, Willie Green, par exemple, moi, c'est vraiment, il est dans une autre catégorie. JB Bickerstaff, pareil. Le coach des Cleveland Cavaliers. Un peu moins maintenant. Ah, moi, je trouve toujours. Bon, c'est vrai qu'il y a eu. En fait, il y a eu un effet de hype, etc. et de wow qui est passé, mais il est toujours trop valuable. En fait, il a apporté quelque chose on lui avait craché dessus quand il était au Memphis, il réussissait rien. Il est arrivé là-bas, waouh. Non, c'est bien. Les Pels, les Nets, Mike Malone, oh là là. Mike Malone, toujours. Vraiment... Mike Brown aussi, du côté des Kings. Oui, voilà, ouais, Mike Brown, de fou. Moi, je suis trop d'accord avec ça. Taylor Jenkins avec Memphis. Ouais.
Jason Kidd. Lol. J'allais le dire. Mais non, mais- c'est trop intéressant et c'est trop beau à voir Il y a des jouer. bons coachs cette année, je trouve. Hein. Il y a une belle bataille quand même, parce que si on doit être objectif, pour moi, il doit y avoir Joe Mazzulla. Il y a quoi? Pour moi, attends, une vraie bataille. Pour moi, Fais un top 3, là maintenant. Pas exhaustif, mais top 3. ah si, moi je te fais exhaustif. Je pense que pour moi, celui qui mérite le plus, ça reste Joe Mazzulla. J'aurais Mike Malone. J'ai pas envie. En fait, c'est personnel, mais c'est très bien, c'est incroyable ce qu'ils font, mais il le fait déjà depuis très longtemps, et donc c'est quelque chose que moi, c'est mon côté où j'aime bien voir des nouveaux noms. Willie Green, j'aimerais beaucoup voir. Pour moi, Willie Green est en deuxième. Et limite peut-être premier parce que il passe de dixième à deuxième. Et puis Mike Brown, j'aime bien ce qu'il fait avec les Kings. Honnêtement, je trouve que moi je marche aussi un peu à l'effet de surprise, mais pour moi après, tu vois, Mike Malone et Tyler Jenkins, ils sont clairement, si c'est les 5 noms que je mettrais dans un top en fait. Hein. Mike Malone, Mike Brown, Willie Green, Joe Mazzulla et Tyler Jenkins. Hein. C'est ce qui se fait de mieux quand tu sais que par exemple Joe Mazzulla, beaucoup de galères, et puis il récupère une équipe, il l'amène première de la conférence, enfin même de la ligue. Moi, je sais Mike Malone. je sais que j'ai beaucoup d'affect sur Willie Green et Mike Brown. J'ai beaucoup d'affect pour eux. Il y a un Et, projet de fou en fait, et du coup, c'est une constante. Si l'un des deux peut gagner, je serais trop content. Après, de tous les autres qu'on a cités, j'en vois pas un qui vraiment démérite plus. Si, je l'ai cité, mais en vrai, pour moi, il est pas tellement dans la discussion. Quand même, il a un très bon record, mais c'est Bud qui. Bah, Ouais, j'ai l'impression que ça, moi. j'ai l'impression que ça fonctionne un peu plus parce qu'il y a un très bon effectif et un Giannis incroyable. Mais après, c'est un très bon coach et il fait de très bonnes choses cette année aussi. Mais c'est dans le sens où c'est pas assez impactant pour qu'il soit dans la même course que des Willie Green qui passent de 10e à 2e. Ou le coach des Kings qui va finir une losing streak all-time. C'est la première Même année. Will Hardy, tu vois, de Utah, on n'en parle pas parce que maintenant ils sont un peu bas, mais c'est une surprise aussi. Hein. Il récupère le flambeau de Quinn Snyder. Ouais, mais c'est dans les mentions. Oui, c'est comme Rick Carlisle. Pour moi, c'est les deux équipes qu'on attendait au fond et qui sont compétitives et chiantes à jouer avec une construction d'équipe. Ouais, avec un vrai projet. On s'attendait à un tank et en fait, non. Non, ils sont là en mode bah non, les gars. En fait, on veut jouer au basket. Le ballon, Doc Rivers. le foot. Non, ma grand-mère au sol. Ah. Non, mais en fait, il y a vraiment des joueurs, il y a des coachs, tu vois, je suis désolé, mais Jason Kidd, je vais pas le mentionner. Tyronn Lue, je vais pas le mentionner. Monty Williams, je vais pas non plus le mentionner. Chauncey, au moment où c'était un petit... en vrai, Chauncey, au moment où vous étiez quand même haut, on avait l'impression qu'il y avait vraiment un travail. Ça Doc tentait Rivers, des je vais pas trucs le et c'était mentionner. intéressant. Sinon, on a vu que dans la constante, ça ne va pas du tout. Ouais, c'est ça. Mais Mais non, sur- il y a, mais en fait, sur- il y a sur trop le de coup- coachs sur où le ça coup, marche s'il pas, quoi. Tu vois, littéralement, s'il fait coach intérimaire pendant 5 jours, c'est très bien. C'est un très bon coach. Sinon, bah, waouh. C'est un non. criminel. Ouais, il y a de ça, il y a du terrorisme. Mais C'est ça, non, mais je- même là, tu dis Monty Williams, on ne le mentionne pas. Il suffit que là, il y ait des bookers qui reviennent en forme et ça se recentre un peu et t'inquiète pas que Monty Williams, on le mentionne. Après, bon, voilà, les déboires de cette saison font que pour moi, le storytelling n'influencera pas assez Ouais, pour avoir un très bon, je suis d'accord. pour avoir assez de votes et On gagner. a eu trop de scènes avec trophée. Ayton, etc. Où Ouais, voilà, c'est c'était ça. vraiment en mode. C'est du pugilat. Petit point sur la TTFL. Comment va ta semaine? Ça va. Je redresse un peu le niveau. J'assure mes arrières, mais oui, non, je m'en sors bien. Un petit top pick. Je suis dégoûté, je n'ai pas pick Doncic le jour même parce qu'il arrivait le lendemain. Mais j'avais prévu. Et du coup, quand il est revenu, il m'a refait un 67. J'ai Giannis qui m'a fait un 67. Le seul qui a été une quiche en fait dans l'histoire, c'est LeBron. Je pensais qu'il allait performer contre Orlando. Finalement, il me fait 37 points, c'est super. Donc donc voilà. Mais sinon, non, ça va, j'assure. Et je suis top 11 000. Je suis en 11 310 actuellement. Et ce soir, ça part sur Jason Tatum contre Denver, pardon. Ça va être stylé. Moi, en vrai, plutôt bonne semaine. Juste, j'ai découvert que j'étais
bah, la reine des dindes, c'est-à-dire que je voulais pick Doncic le soir où il fait 109 et ça me met qu'il est lock pendant 36 jours. Du coup, je me suis dit, oh, c'est un bug. Et en fait, j'avais juste pré-pick Doncic pour la semaine d'après parce que je m'étais trompé de rubrique. Et je suis passé à côté de 109, 84 et 67. J'ai eu la moins bonne de tous les trois. Vraiment, il n'y a pas de. C'est vrai. Mais sinon, après, il y a juste Kyrie Irving et Trae Young qui m'ont un petit peu chié dans la colle. Mais il y a Jeremy qui a assuré avec 60, James Harden avec 51, juste Randle avec 59. Donc, pour moi, ce soir, c'est De'Aaron Fox parce que j'ai pas grand monde, malheureusement. Et qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. On enchaîne avec notre rubrique préférée. D'ailleurs, on termine avec notre rubrique préférée. Comment vont tes Blazers? Ils sont fatigants. C'est. Ça pourrait suffire à ça, hein. Vraiment, c'est une onomatopée. C'est dommage parce que si on gagne, on a quand même l'impression de voir de grosses faiblesses et qu'on gagne quasi à la chance. Quand on perd, c'est un choc. Que le score soit éloigné, enfin qu'il y ait une grosse avance ou non, on a l'impression d'avoir choqué à chaque fois. Typiquement le tout dernier match, donc à savoir contre nos amis les Golden State Warriors sans Stephen Curry ni Andrew Wiggins. On arrive à perdre, donc on se prend une veste premier quart-temps. Deuxième, troisième quart-temps, on arrive à revenir, surtout, j'ai l'impression, à mon sens, surtout grâce à Anthony Simons et aux apports des rookies. Mais voilà. Mais sinon, c'est triste à dire, mais Lillard dans le quatrième quart-temps a été dégueulasse. Il a été affreux et comme le dit, voilà, je sais pas s'il m'écoute, mais comme le dit mon compère Robichaud, euh, c'est trop triste parce que justement, on reconnaît pas Dame en fait. Il s'est mué en ce moment. Je sais pas si c'est une directive du coach ou pas, mais il s'est mué en quasiment un shooter exclusif à 3 points, ce qui rend beaucoup de son scoring aléatoire et parfois casse-croûte. Et en fait, on se rend compte que bah là, c'était une mauvaise décision de tirer à tel moment ou de forcer ce shoot ou autre. Et c'est dommage parce que du coup, ça nous coûte le match. En plus de ça, on est vraiment on est sloppy en défense, on est vraiment, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas envie de jouer ou quoi, mais il y a des moments où on s'active et d'autres moments où vraiment on est nonchalant et on se dit bah tant pis, vas-y, bon bah mets-le ton 3 points. Ah ils l'ont marqué, ils sont contents, bah voilà, bon bah tant pis. Et c'est dommage. Et du coup, ça dénote avec ce que je disais il y a quelques semaines quand j'étais content pour Portland. Mais j'ai l'impression que il y a un changement à faire encore une fois dans cette équipe, que ce soit dans l'effectif ou dans le coaching ou quelque chose, mais à mon avis, ne serait-ce que notre GM Joe Cronin, je pense qu'il est déjà en train d'y réfléchir, notamment parce qu'il sait que cette année, si on veut jouer les playoffs, ce qui est notre but en vérité, si on veut jouer les playoffs, on n'aura pas notre pick de draft qui partira chez les Bulls. En plus de ça, justement, le fait qu'il parte chez les Bulls, on a une protection dessus, ce qui fait qu'on ne peut pas trade notre first pick. Donc, s'il y a un trade, ce sera de joueurs et il faut qu'il soit impactant pour qu'on puisse gagner parce que là, on est sorti de la phase de tanking, hein, on a un projet. Le tout, c'est de savoir comment et autour de quoi. Donc, à voir quand est-ce qu'on va s'activer, pour qui, pourquoi. Ça parle de plus en plus d'un trade de Nurkic, peut-être pour un Miles Turner ou quelque chose comme je saurais pas dire. Je saurais pas dire et moi je sais que c'est un trade qui me briserait le cœur, mais j'en ai aucune idée. Je saurais pas dire. Et peut-être même moi je reste persuadé que c'est du coaching aussi, mais peut-être un changement dans le 5 majeur. Essayer de voir si Josh Hart en 2 ça peut pas mieux fonctionner. Anthony Simons en 6ème homme. J'ai vraiment l'impression de me répéter par rapport aux semaines d'avant, mais c'est parce que la dégringolade, elle s'est faite depuis le début. On a fait un très bon début de saison. Et petit à petit, ça dégringole. On commence à voir des failles et les failles deviennent de plus en plus béantes. Et c'est fini l'époque où on terminait avec des buzzer beaters dans le clutch et où il y avait la bonne vibe. Là, je dirais pas qu'il y a de la mauvaise vibe, que l'équipe, le groupe ne vit pas bien. Mais il y a plus cet esprit de oh, bordel. Aïe aïe aïe. Enfin bref. Et toi, Nico, comment vont tes Lakers et LeBron?
Bon, honnêtement, je vais synthétiser parce que, comme je l'ai dit, la semaine, je l'ai suivi un petit peu le pied levé. Et je crois que j'ai 2 matchs de résumé à rattraper, notamment la victoire face à Atlanta, où LeBron, le jour de son anniversaire, où il souffle sa 38e bougie. Bon, on peut quand même saluer la performance. Je sais plus, il plante 47 points, je crois. Il fait un gros match. J'attends plus grand chose des Lakers. Il y a cette déclat, j'en parlais quand t'étais pas là, mais cette petite déclat de LeBron qui dit que voilà, lui il veut jouer pour gagner, il a passé l'âge de jouer pour jouer. Anything. Il a vraiment, c'est ce que je disais, moi ma théorie c'est que dans un premier temps c'est un appel de phare au front office pour lui dire bougez-vous le cul, et si vous bougez pas le cul, moi je vais partir. Le seul truc, ce que je lisais là sur Twitter, c'est que le truc qui empêche un petit peu LeBron, qui le retient là de tout bazarder, c'est sa famille. Un peu les impératifs familiales, vu que sa famille est un peu installée à LA, donc ça le bloque un peu. Moi j'ai vraiment eu l'impression que là c'était un peu comme Devin Durant, il faut que les Lakers se réveillent. Ils n'ont pas beaucoup non plus d'assets, on va pas se mentir, on n'a pas... En fait, c'est comme quand les Lakers disaient on a une période noire quand on avait notre 5 majeur avec Robert Sacré, alors qu'il y a eu des équipes qui ont eu pire. Il y a des équipes qui ont un moins bon effectif en termes de nom que nous. Après, nous, il est juste mal construit. Et globalement, c'est ce qui fait tâche. Mais là, tu vois, la semaine, on est en 2-1. LeBron, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, parce qu'il est extrêmement juste depuis la blessure de Davis. C'est en dents de scie, en fait, un match sur 2, ça marche bien. Donc... il n'y a pas grand chose à dire. Moi j'attends juste de voir finalement sur le dossier LeBron qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va partir, oui ou non. Moi j'ai déjà mon idée là-dessus. Dans les 2 cas en fait moi je vais y voir du positif, dans le sens où s'il part, ça enlève un couteau de la gorge du front office incompétent des Lakers, mais en se disant au moins on peut récupérer du pic de draft, des joueurs, essayer de construire quelque chose d'intéressant. Et partir sur du jeune, même si on sait que les Lakers sont pas très bons à ça. Après, peut-être que ça pousserait aussi Rob Pelinka par rapport de sortie, de se dire le mec il était pas capable de faire grand chose et LeBron a demandé son trade, et puis si LeBron reste, c'est qu'il y a des choses positives qui ont été faites. Donc les Lakers, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est ce que je disais la semaine dernière, un petit peu en colère, mais c'est pas un beau basket, on a un peu une porte ouverte, c'est un collectif qui est mal construit, qui est, pour moi, en étant très sincère, c'est la première année de Darvin Ham, et on sait que c'était pas un mauvais assistant, mais c'est pas bien coaché non plus, tu vois. On se retrouve quand même avec des 5 majeurs un peu bizarres. Mais il y a des choses positives à droite à gauche, hein, c'est pas... Comme je dis, là, c'est de toute façon, même sur les prochains comment vont les Lakers, à part un retour d'AD significatif que personne n'attend avant 2026, il y a 2-3 trucs intéressants, tu vois. On sait qu'il y a du Max Christie, j'aimerais voir un peu plus de Max Christie, j'aimerais voir Austin Reeves dans le 5 majeur, je sais pas, quitte à être dans la merde, autant tenter des choses plutôt que de rester sur des standards où on se retrouve avec Thomas Bryant en 5, LeBron en 4, Lonnie Walker en 3, avec le bas courte classique Patrick Beverley, Dennis Schroeder. Même si pour le coup Patrick Beverley a décidé de mettre ses lunettes et de rentrer les paniers à 3 points depuis quelques matchs, mais voilà quoi, on n'affronte pas non plus des foudres de guerre. On en a fini avec notre calendrier très très dur de décembre, qui partait très bien. Là, je crois que sur décembre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défaites. Voilà. On a 7 victoires, 9 défaites. C'était un mois très très dur, honnêtement. C'était un gros tirage. Là, ça va peut-être un petit peu plus... on va dire, sans dire lever le pied, mais on va peut-être affronter des équipes. Non, en fait, je suis en train de regarder le calendrier, on va se faire péter la gueule en janvier. Donc, je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire, hein. LeBron, si tu demandes ton trade, demande-le, et puis on récupérera quelque chose de bon, quoi. Mais les Lakers, regardez d'autres équipes. Et puis, c'est ce que je disais, je sais pas si t'avais vu, mais apparemment, il y a Miami qui serait. Si LeBron demande un trade, il serait intéressé, quoi. Donc. Oh là là. Ouais, voilà. Mais après, moi, ça va être un truc... je m'en branle un peu. On va voir ce que donne la saison. Il va partir au Knicks. Ouais, c'est sûr. Enfin, bref. Là, il reste quoi ? Il reste 5 matchs, je crois, avant
Avant le... Ouais, c'est ça, on a 36 matchs, il reste 6 matchs avant la mi-saison, donc je ferai peut-être, comme je disais la semaine dernière, peut-être un point à la mi-saison, un profond sur... Le 15 et d'ailleurs, janvier peut-être aussi, que tu le feras. à noter qu'on a beaucoup de... Il y a, Ouais, il de y a recently beaucoup de... sign qui sont... Ouais, exactement. Voilà, il y a beaucoup de trades qui vont pouvoir s'enclencher parce que justement les récentes signatures peuvent être tradées. Donc voilà, là normalement ça devrait s'activer jusqu'à la deadline mi-février si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, ça peut commencer à bouger doucement, ou en tout cas les rumeurs peuvent devenir de plus en plus concrètes. À voir ce que ça donne, mais voilà, on va peut-être passer dans la phase intéressante où on va tous mettre le Woj et Shams Charania en notif, donc ça va être drôle. Ah non mais je te le dis, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas s'est lancé cette année sur Twitter et du coup va découvrir d'autant plus. C'est très très marrant. C'est vraiment quelque chose qui est trop intéressant, surtout la deadline, où vraiment t'as ton téléphone qui sonne en boucle et tu regardes et tu trembles à la moindre notif et t'es waouh waouh waouh. Donc c'est trop bien. C'est incroyable. Fini pour cet épisode qui était censé être court, et puis finalement tu nous as rejoint en milieu de course, ce qui est finalement très bien. On se retrouve la semaine prochaine pour la première saison de 2023. On vous fait des bisous partout, et comme dirait Harouf, même dans ton trou. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, des gros bisous. Il m'a embrassé le trou. Voilà. Allez, on raccroche.